Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau de votre émission Europe-Afrique, Madame Joëlle Milquet, parlementaire bruxelloise, ancienne vice-première ministre et ministre de l'Intérieur au gouvernement belge. Elle a été conseillère spéciale du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, concernant les indemnisations accordées aux victimes du terrorisme. Et c'est sous cet angle que nous allons aborder avec elle le phénomène de la radicalisation en Europe et ses ramifications en Afrique notamment. Madame Milquet, bonjour. Bonjour. Alors, ce phénomène de la radicalisation en Europe, est-ce qu'il est, en particulier chez les jeunes, en croissance ou est-ce que la fin du conflit syrien, l'étouffement de l'État islamique, la mort de nombreux combattants de Daesh ont réduit les vocations radicales ? Alors c'est un phénomène complexe qui a différentes causes et dont on ne peut pas toujours mesurer l'ampleur. Alors c'est vrai que nous avons été très surpris, au fond, même si nous avions des signes avant-coureurs de l'importance du phénomène. Moi j'étais ministre de l'Intérieur à l'époque en 2013, quand on a vu l'importance du nombre de départs en Syrie de jeunes venant de Belgique, venant de France, et en Belgique avec une proportion quand même importante par rapport à un pays qui est relativement petit. Alors c'est vrai que depuis lors, nous avons mis en place au niveau européen toute une série de politiques d'accompagnement, de prévention, de travail aussi, de réinsertion. Il y a eu une prise de conscience beaucoup plus forte aussi au sein des exécutifs musulmans ou des autorités religieuses dans les différents États membres. Donc il y a eu des dispositifs et puis entre les raisons des départs du début, et puis à un moment, l'arrivée de Daesh, qui n'avait plus du tout la même signification que ceux qui pouvaient partir au début en se disant soutenir une cause, et puis le discours de Daesh était quand même largement différent. Il y a eu évidemment des évolutions, et puis maintenant, bon, au-delà de la répression, au-delà de l'appareil sécuritaire qui s'est mis en place avec des politiques de lutte contre le terrorisme plus efficaces également au niveau européen, je pense qu'on est sans doute dans un début de diminution du phénomène. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas reprendre. Et en plus, c'est un phénomène très compliqué parce que contrairement aux autres formes de terrorisme qui ont toujours eu des formes organisées où dès lors c'était un peu plus facile de trouver les cerveaux, les têtes, les groupes parce qu'il y a des traces. Ici, on se trouve face à des phénomènes de radicalisation personnelle chez des gens ou des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont pas donné de signes avant-coureurs, qui ont pu peut-être se radicaliser en très peu de temps et qui, à un moment, passent à l'acte sans que personne n'ait pu imaginer qu'ils puissent le faire. Donc, on a une difficulté d'appréhension parce que c'est en fait une évolution très individuelle et très cachée. Donc, mesurer est compliqué. Je pense qu'on est un peu en récession. Pour être dans l'actualité, on est en train de envisager, où on commence à rapatrier dans les pays les familles, les épouses, les enfants des djihadistes qui ont combattu et sont morts en Irak ou en Syrie. Par ailleurs, on peut se poser la question, quid des criminels qui sont toujours détenus dans les camps. Quel est votre point de vue à ce niveau ? Alors, ça dépend. On a vraiment des cas très, très diversifiés dans tous les États membres. On a des personnes qui sont revenues dans les pays d'origine et qui sont jugées ou qui sont relâchées ou qui sont en prison, qui sont accompagnées. Bon. On a eu, évidemment, beaucoup de phénomènes de jeunes femmes, de femmes qui sont parties avec leurs compagnons ou rejoints, ou sont partis pour épouser des combattants étrangers, en tout cas européens, mais en Syrie, et qui ont eu des enfants, etc. Donc en fait, le cas actuellement, ce sont tous ces prisonniers, essentiellement des prisonnières, essentiellement des femmes, qui sont restées, qui sont retenues par les Kurdes, qui ont des enfants entre plus ou moins 0,5, parfois jusque 10 ans, et qui ont la nationalité, une nationalité européenne, belge, française ou autre. Que doit-on faire ? Donc, par exemple, la position en Belgique, et qui est un petit peu une position assez généralement suivie, est de dire, voilà, nos nationaux, les enfants, nous devons absolument les rapatrier, leur donner une chance, etc. Le problème, ce sont les mamans. Il est difficile de séparer un enfant d'une maman, ce n'est pas sain. Et les mamans, il y en a qui ont suivi, qui ont parfois réalisé, qui ont parfois été un peu forcées, qui n'ont pas toujours participé à des actions criminelles, d'autres oui.
Donc c'est très difficile de pouvoir faire la part des choses. Et la ligne qui a été défendue jusqu'à présent dans les relations avec les Kurdes, de la manière avec laquelle on a essayé de résoudre le problème de l'État islamique, était de dire qu'ils devaient être jugés sur place, parce que ce sont des crimes qui ont eu lieu dans la région, qui doivent être jugés sur place, et essentiellement plutôt en Irak. Mais alors il faut mettre en place un procès qui doit respecter les normes évidemment du droit de la défense, etc. Et donc c'est un petit peu le problème pour le moment. Donc il y a eu des rapatriements qui ont eu lieu encore il y a quelques mois d'enfants avec leur maman, et pour le moment les Kurdes qui détiennent et les enfants et les mamans ne veulent pas séparer. Et certains disent les enfants peuvent rentrer mais pas les mamans. Donc c'est un petit peu on est un peu dans le cas d'un serpent qui se mord la queue dans cette problématique qui doit être prise avec beaucoup de subtilité et aussi d'humanité, parce qu'il s'agit d'enfants, qu'il s'agit d'êtres humains, et qu'à un moment il faut pouvoir aussi, si on les ramène, les juger si nécessaire, mais les réinsérer et surtout s'occuper des enfants. Est-ce que les juger si nécessaire, est-ce qu'il n'y a pas une vraie problématique de preuve ? Ah oui, mais c'est pour ça qu'en fait, c'est pas du tout par volonté de dire nous ne sommes pas capables de juger, c'est parce que les faits ont eu lieu dans une situation chaotique complète, avec, il y a les preuves, il y a les témoignages, et donc c'est pour ça que l'idée est de les juger dans la région, en fait, pour ces raisons-là notamment. Revenons sur le processus de radicalisation. Vous disiez ça peut être très rapide, ça peut aussi être très lent. Est-ce que finalement, ce processus ne commence pas avec le décalage que constatent beaucoup de jeunes, finalement, entre la promesse de vivre ensemble et leur quotidien? En fait, dans les causes, moi j'ai beaucoup travaillé aussi sur ces éléments quand j'étais ministre de l'Intérieur et puis comme responsable politique. Vous avez vraiment différentes causes. Parfois, vous pouvez avoir même des problèmes liés à votre personnalité et des troubles de personnalité qui vous permettent de peut-être basculer beaucoup plus vite que quelqu'un d'autre, parce que vous n'avez pas nécessairement les filtres vous-même. Et ça se passe pour du radicalisme religieux comme ça peut se passer pour de l'extrême droite ou des suprémacistes américains ou autres. Alors, évidemment que quand vous êtes dans une société matérialiste et que vous avez un peu une quête d'absolu, un discours très radical, qui hélas dérape avec l'utilisation de la violence, parce qu'un discours radical dans une démocratie, ça peut être normal. Ce qui ne va pas, c'est le radicalisme qui utilise la violence à ses fins, parce que le radicalisme, c'est une volonté de rupture par rapport à un modèle. C'est ce qui, dans le siècle des Lumières, a fait avancer les choses aussi. Ici, le problème, c'est qu'on prône une violence, avec évidemment un mépris de la vie de l'autre, pour y arriver. Et donc, c'est vrai que quand vous ne vous sentez pas complètement reconnu comme un citoyen à part entière, ce qui est parfois le cas, hélas, de jeunes d'origine marocaine ou autre, on est à la 4e génération, mais qui sont belges, qui sont français, et qui se sentent encore parfois discriminés, qui peuvent être attirés par une soif d'absolu, qui ont une personnalité parfois un peu plus fragile, qui se trouvent dans des lieux de radicalisation qui, contrairement à ce qu'on dit parfois erronément, ne sont pas dans les mosquées, mais sont en dehors justement de tous ces lieux qui sont un petit peu sous contrôle social, basculent. Donc, il est vrai qu'une des composantes, mais c'est vraiment pas la seule, et ce n'est pas ça qui définit tout, peut être aussi une volonté d'affirmer une identité parce qu'on ne se sent pas reconnu dans l'identité du continent dans lequel, ou du pays dans lequel on vit. Une forme de stress identitaire. Et puis, reconnaissons qu'il reste des discriminations. Moi, je me suis toujours battue vraiment toute ma vie et dans ma fonction politique contre les discriminations, contre l'islamophobie. Moi, je suis pour une Europe qui prône la promotion de la diversité, le respect des religions, etc., et qui a une approche plus ouverte que ce que certains essayent d'en faire pour des raisons très politiques pour le moment. Et donc, il y a un peu ce mal-être, mais il y a évidemment bien d'autres éléments déclencheurs, psychologiques, familiaux parfois, idéologiques aussi, et aussi d'influences religieuses, parce qu'on a des lieux qui au départ ont été financés par des puissances extérieures et qui ont prôné de plus en plus un islamisme qui n'est pas l'islam malékite marocain, mais un islamisme beaucoup plus radical, ce qui ne voulait encore rien dire. Et puis, à un moment, la frontière saute vers cette vision avec la violence. Et c'est là que se passe le basculement. Donc, c'est aussi des terreaux qui peuvent expliquer le basculement. Oui, tout à fait. Mais donc, on est quand même assez d'accord sur le fait que le déracinement culturel, le manque de valorisation parfois, le sentiment d'inégalité des chances, sont des éléments qui
génère une sorte de stress identitaire et que ça oui, peut, maintenant, ça peut être... maintenant, on peut très bien avoir une volonté identitaire sans basculer. Donc, voilà, le tout est toujours la problématique de la frontière. C'est un des éléments, ce n'est pas le seul du tout. Comment jugez-vous le recrutement? Est-ce que c'est radicalisé, qui deviennent djihadistes? Est-ce que ce sont des gens qui se laissent majoritairement avoir sur les réseaux sociaux et sur Internet en général? Oh, il y a de tout. Donc, nous, on a évidemment arrêté des recruteurs qui recrutaient vraiment chez les jeunes, vraiment physiquement, voilà, dans les quartiers, etc., et dans des proportions quand même importantes. Mais alors, il y a aussi, quand vous décodez, quand vous regardez la manière dont l'État islamique, qui a recruté, évidemment, aussi des intellectuels qui ont été formés en Europe, etc. La manière dont ils ont communiqué avec des vidéos qui sont comme des avant-premières d'un super film hollywoodien. Vous avez tout ce qui peut à un moment faire peut-être fasciner un jeune. Vous avez l'homme fort, l'arme, le ciel, Dieu, enfin bref, tout est là pour faire de vous un héros, qui est un faux héros, évidemment. Et donc, l'utilisation d'Internet, la radicalisation par les réseaux sociaux, ça a été un phénomène énorme, avec des groupes cachés, etc., puis un entraînement et des fascinations parfois de personnes seules chez eux, qui n'en parlent même pas. Donc c'est ça, ce qu'on appelle les loups solitaires, c'est seul face à son écran, on tombe vraiment pas sur les bons sites et on se laisse prendre parce qu'on est peut-être plus fragile, dans une sorte de communauté virtuelle et on sort avec un couteau, on passe à l'acte. On a eu des cas comme ça horribles. Donc les réseaux sociaux, c'est vraiment pour moi, une des menaces les plus importantes. Et le grand problème, c'est toute la limite qu'on a dû mettre par rapport à la problématique de la liberté d'expression, puisque aux États-Unis, sur base de leur amendement célèbre, pour eux, voilà, on est dans le cadre de la liberté d'expression. Nous pénalisons beaucoup plus les discours de haine. Et donc, pour avoir des autorisations pour couper des sites, pour pouvoir le faire très très vite, ça a été très très lent. Et c'est toujours un vrai problème encore entre les autorités, ministres de l'Intérieur et autres, et les gestionnaires de Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Vous parlez des discours de haine sur Internet, mais je constate quand même que l'OCAM, l'organe de coordination pour l'analyse de la menace en Belgique, a une liste de plusieurs dizaines de prédicateurs de haine. Est-ce qu'on n'exagère pas cette idée comme quoi les mosquées européennes seraient peut-être un lieu de prosélytisme? En fait, il y a des cas qui ne vont pas partout. Donc c'est évident qu'on a des cas qui sont isolés, mais qui sont là et qu'on ne va pas nier, parce qu'il ne faut pas faire la politique de l'autruche, où il y a eu des choses que l'on a dû arrêter, bien évidemment. Il y a un grand problème, contrairement justement au Maroc, où le roi est le chef du culte, il y a un ministre du culte, on forme les imams. La prêche du vendredi est organisée, et c'est légitime parce qu'on est dans un État dont c'est la religion et que le chef de l'État est aussi le chef religieux. Chez nous, très compliqué dans un pays européen d'influence culturelle, religieuse, ancienne, chrétienne, etc. Donc voilà, pour lequel l'islam est une religion maintenant tout à fait reconnue, mais plus nouvelle par rapport à l'histoire. Très difficile, avec une séparation entre l'Église et l'État, de l'organiser et nous d'avoir cette organisation. Dès lors, il y a des imams qui sont venus pas reconnus, avec des discours qui n'étaient pas nécessairement le discours modéré de l'islam malékite et qui ont pu influencer. Bien évidemment que ça s'est passé et que, hélas, ça se passe encore parfois. Maintenant, nous avons un exécutif des musulmans et nous avons des autorités de la gestion de l'islam européen, en tout cas chez nous en Belgique ou dans d'autres pays, qui ont tout à fait été impliqués dans la lutte contre le radicalisme, qui ont bien réagi, démontré que ce n'était pas ça l'islam, et c'est fondamental de le redire, parce que sinon ça génère des sentiments d'islamophobie et du racisme que je ne peux pas supporter, et des débats parfois complètement exaltés sur la laïcité, qui ne comprend même plus que la laïcité, c'est surtout l'ouverture de la vie ensemble de tous, quelle que soit leur religion et quelles que soient leurs origines. Et ça, on a oublié cet aspect-là de la laïcité. Donc... Nous allons faire une petite pause et l'on se retrouve après cette interruption. Vous évoquiez tout à l'heure le recrutement dans la rue. En fait, pas mal de jeunes construisent leur religiosité dans des
milieux plus informels. D'autres encore, je pense à l'école, les clubs de sport, les maisons de quartier, etc. Quel encadrement fait-on de tout cela? Mais je dois dire qu'en tout cas, en ce qui nous concerne ici en Belgique, on a, d'abord, on a des cours de religion à l'école, dans l'école publique, et dans des religions reconnues. Donc vous avez à l'école publique financée par l'État des cours de religion musulmane. Au-delà des cours qui peuvent se donner dans les mosquées le week-end, etc., où par ailleurs on apprend l'arabe. Donc on a des professeurs de religion qui sont nommés, qui sont agréés, qui sont reconnus. Et ça, c'est quand même une garantie importante. C'est la raison pour laquelle, dans les débats sur les cours de religion, je trouve que c'est important de garder cette possibilité financée par l'État de cours, en tout cas donnés à l'école, pour éviter justement qu'on aille les chercher ailleurs avec d'autres influences, le cas échéant. On a énormément, contrairement en fait à la France, peut-être en Belgique, où il y a eu une sorte de massification comme ça de population dans les banlieues, le phénomène des banlieues qui sont en dehors des villes. Nous, c'est le contraire. En fait, c'est vraiment au cœur de Bruxelles que vivent énormément de personnes d'origine étrangère. Donc il y a dès lors, je pense, une insertion, je ne dis pas que tout va bien, et il reste des problèmes de discrimination que je combats fortement, mais il y a une présence locale, une vie associative et surtout une insertion dans la ville. Et alors aussi une grande diversité dans la représentation politique. On a des maires qui sont d'origine marocaine, des adjoints au maire, comme on dit, en Belgique on appelle ça des échevins. On a dans le personnel politique des ministres qui sont d'origine marocaine. Donc en fait cette diversité-là, elle est nécessaire parce que c'est de la représentativité, elle donne plus confiance aussi. Et donc il y a un sentiment peut-être d'être sans doute beaucoup plus inséré que parfois dans d'autres pays. Ce qui ne veut pas du tout dire que nous n'avons pas vraiment des soucis, hélas encore, de discours, de racisme même purement sur base de, quand vous cherchez un emploi, de discrimination à l'embauche. Mais donc vous dites l'insertion socio-économique, elle est peut-être meilleure ici que dans d'autres pays d'Europe, le cas échéant. Mais qu'est-ce qu'on fait vraiment en matière de politique de prévention pour lutter contre la radicalisation? Alors, on a dû innover parce qu'en fait, c'est un phénomène qui nous est arrivé, même s'il était un peu en puissance. Alors, au niveau européen, il y a tout un réseau qui s'appelle le RAN, qui s'est mis en place et qui a échangé les bonnes pratiques de tous les pays. C'est vrai que moi, par exemple, j'étais en Angleterre, quand le phénomène nous est arrivé, j'étais voir en Angleterre, ils avaient une certaine habitude, ils travaillaient, ils avaient des politiques, voilà, à partir de l'école, à partir des communautés religieuses, de travail avec les familles, etc., de détection, mais pas de manière sécuritaire, mais plutôt d'accompagnement aussi, plus pédagogique. Ben, c'est surtout donner un job, c'est donner de la formation. Tout passe par le capital humain, il faut pouvoir accéder au diplôme, faire tout pour que tout le monde réussisse, faire tout pour que les emplois soient là pour tout le monde et pas avec cette discrimination à l'embauche qui reste encore, hélas, compliquée pour des personnes parfois d'origine étrangère. Il faut un accompagnement amical, social, il faut du sport, Voilà, c'est toutes les politiques qui sont mises en place, mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup travaillé avec les imams. Moi, j'ai beaucoup travaillé, et je les en remercie d'ailleurs, parce qu'on a dû faire des appels, parfois on a fait entre imams et rabbins ensemble par rapport à des moments difficiles qu'on a pu connaître d'importation un peu du conflit israélo-palestinien, par exemple. Et donc les autorités religieuses, c'est vraiment un acteur clé pour pouvoir participer à la prévention. On a aussi fermé des endroits où vous aviez des bibliothèques complètement alimentées par des discours et des livres qui, franchement, n'avaient pas de lieu d'être. Donc il faut aussi pouvoir être un peu sévère parfois. Vous parlez peu de l'éducation, mais que pensez-vous de l'enseignement à domicile? Parce qu'il semble que ce soit un petit vecteur de radicalisation, que peut-être près de 20% des parents d'élèves, dit-on, seraient liés à des groupes un peu extrémistes. Est-ce que ce n'est pas un souci, ça? Non, moi, donc, j'ai été ministre de l'Enseignement également, et ça, c'est un phénomène que j'ai découvert aussi, sur base de tous les éléments qui m'ont été donnés, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que l'enseignement à domicile, qui est vraiment une exception, c'est possible, on peut permettre à l'enfant de suivre le programme à domicile. En général, c'est parce qu'il est malade ou qu'on fait absolument un tour du monde et qu'on a une exemption, etc. Mais en fait, c'est des jeunes filles. En fait, c'est des jeunes filles pour lesquelles les parents, ou certains, ou des oncles ou autres, ne veulent plus qu'ils aillent à l'école parce qu'on veut leur donner
une éducation, enfin parfois des jeunes garçons, mais ça touchait beaucoup plus les filles, une éducation, d'abord pas de mixité à l'extérieur, et puis une éducation très religieuse, mais bon, qui peut à un moment dévier. Et donc on a préparé des projets de loi pour être beaucoup plus rigoureux dans les raisons d'accepter, en tout cas, l'enseignement à domicile pour éviter ce phénomène, parce que pour finir, il se faisait que 5-6 jeunes filles, c'était soi-disant de l'enseignement à domicile, mais en fait c'est de l'enseignement qui était donné sans aucune formation, avec des dérives, etc., par d'autres, au lieu d'aller à l'école. À l'école où on se mixte, où on a un discours de diversité, on a lancé des cours de citoyenneté aussi à côté des cours de religion pour pouvoir parler et faire connaître la religion de l'autre aussi, arrêter la stigmatisation des uns et des autres par rapport et souvent animé par de la méconnaissance. Et donc ça, on a fait énormément de progrès sur ces aspects-là parce que cette problématique a permis justement d'expliquer beaucoup mieux l'islam pour éviter l'islamophobie, mais casser aussi des images par rapport au reste, etc. Donc on doit travailler beaucoup la citoyenneté et l'universalité, quoi. Impossible de ne pas évoquer la problématique des prisons également. Je dirais la contagion des prisonniers, d'une part, la propension à la récidive dans le chef des anciens détenus incarcérés pour terrorisme. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau du monde carcéral et comment procède-t-on aussi par ailleurs à la reconnaissance des détenus radicalisés? Oui, alors déjà le monde carcéral doit être réformé de A à Z. La chaîne pénale dans nos pays européens, en tout cas en Belgique, est souvent un échec. Lieu de récidive, pas d'accompagnement, conditions indignes. Et pour finir, on met des personnes en prison qui sortent pire que lorsqu'elles sont rentrées. Or, le but, c'est de préparer à la réinsertion. On rate énormément de choses, donc ça, c'est une problématique beaucoup plus générale. Que faire avec les radicalisés? Alors, il y a deux écoles. Certains disent on doit justement pas tous les mettre ensemble, parce que sinon, c'est une poudrière. Il faut les disperser. Mais si on les disperse, on a vraiment vécu des phénomènes de contagion du discours, d'autant plus que vous vous sentez victimisé parce que vous êtes seul en prison, que vous n'avez pas la liberté et qu'alors vous avez un exutoire avec un discours radical qui peut vous être donné par d'autres. Et donc, pour le moment, c'est un peu une position pragmatique. Quand on a vraiment des personnes très, très durement radicalisées, dont on sait qu'ils vont faire du prosélytisme, c'est vrai qu'en Belgique, comme parfois dans d'autres pays européens, on les met ensemble, mais avec de l'accompagnement et au-delà du phénomène sécuritaire, des politiques vraiment avec des autorités religieuses, etc., pour tenter de faire évoluer le discours en disant « mais non, c'est pas ça que dit l'islam, la sourate ne dit pas ça, le djihad, c'est pas ça, etc. » Bref. Et alors, ceux qui le sont moins sont plus dispersés, mais avec un contrôle qui n'est pas toujours très opérant. Donc, on a un vrai problème quand même de contagion dans les prisons, qui est un terreau facile, évidemment. Vous savez que notre émission s'appelle Europe-Afrique, donc quand même deux mots. Vous avez évoqué le Maroc, les pays d'Afrique, et effectivement, le Maroc en particulier compte de nombreux ressortissants chez nous. Et ils sont donc très sensibles à ce qui s'y passe. Quel regard vous portez sur l'approche adoptée par le Maroc dans la prévention et la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent? Alors bon, moi je connais assez bien le Maroc, que j'aime beaucoup par ailleurs. Et bon, d'abord, il y a dans la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le radicalisme violent un appareil d'État qui est d'une compétence extrême, qui, tant en termes de ministère de l'Intérieur que de services de sécurité, quand j'étais ministre de l'Intérieur, on a pu travailler ensemble. Il y a une excellence, il y a une connaissance et il y a une force. Il faut oser dire quand même que ce sont souvent les services marocains qui ont aidé les services européens à réaliser qu'il y allait avoir un attentat ou à détecter. Et sans les avoir, et avoir eu les renseignements venant du Maroc, on aurait raté des choses. Donc, on n'a pas de leçons à donner, je pense, en la matière. Par ailleurs, je pense qu'il y a eu... il y a, comme je l'ai dit, aussi le fait que, d'abord, c'est un culte... le culte malikite, qui est un culte, modéré, qui est un islam qui est très bien organisé, avec une formation de grande qualité et du personnel de qualité, et avec un contrôle aussi de ce qui se passe par l'État et par le ministre du culte. Je pense que c'est aussi un point important. Je trouve aussi
que le gouvernement actuel et antérieur, mais intégrant des partis comme le PJD et autres, je pense que tout le monde peut se sentir représenté en tant que mouvement démocratique, bien évidemment, d'obédience musulmane peut-être plus avancée, et ça participe aussi à un sentiment qui n'est pas le rejet, mais l'implication dans les affaires publiques. Ce qui est, peut-être pas de l'avis de tout le monde, mais qui est quand même peut-être un élément de pacification. Parce que peut-être que vous radicalisez peut-être plus en n'impliquant pas. Voilà. Et par ailleurs, je pense que le roi a eu aussi l'intelligence au moment de mouvements de révolution arabe, comme on a dit, de l'anticiper, de changer la constitution, d'ouvrir énormément de choses aussi, et d'avoir devancé avec certaines réformes et plusieurs ouvertures, en décentralisation aussi, les éléments qui auraient pu peut-être dégénérer et qui n'ont pas dégénéré du tout au Maroc pour l'ensemble de ces raisons et bien d'autres aussi. On retiendra pour le mot de la fin cette diffusion de l'islam, de la modération, ce qui est quand même très important. Madame Milquet, bonsoir, merci beaucoup pour votre brillante intervention. Pour ma part, je vous revois la semaine prochaine pour une nouvelle émission.